On est back. Ça va, Mélo? Hey, est-ce que t'es prêt pour une chronique incroyable? C'est vrai? T'as fait un truc... Ah, ça va changer ta vie. Ah, ok. Donc on est back, deuxième partie d'émission. Tout va bien. Est-ce qu'au niveau ouragan, t'es toujours bien? Yeah, j'ai regardé dehors, il pleut. Ouais. Il y a du vent, mais c'est pas... Il y a rien de fou encore, il pleut juste Ouais. beaucoup. Ouais, c'est pareil, c'est pareil ici. Alors, on a juste vu des gens qui laissent encore leurs trucs dehors. C'est encore des sacrés d'immigrants, tu vois, qui connaissent pas les règles d'ici la Nouvelle-Calédonie. Là, voilà, je dis ça. C'est ça, hein, faut toujours se retourner contre quelqu'un. Non, mais je dis ça moi-même en sachant que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, tu vois, genre les tempêtes ici. Ouais. Et c'est une fois que tu vois, tu te dis, j'ai un bac plein d'eau sur mon balcon et il a bougé. Tu te dis, ok, en fait, un autre truc, ça va aussi bouger, quoi, tu vois. Ouais. C'est un ouragan. Ben, c'est le test si tu veux voir qu'est-ce qui bouge dans un ouragan. Ouais, c'est ça. Mettez une brique, juste voir ce qui se passe. Et non, on n'a pas. Non, fais pas ça. Non, mais en plus, j'ai vu plein de vidéos. J'avais vu un montage qui était vraiment trop stylé. C'est genre un ouragan de fou, tu vois. Et t'as la chanson I Will Survive, et c'est une chaise de jardin qui est posée, tu vois, dans le jardin, et qui, elle, ne bouge pas. Et la maison derrière, elle s'envole et tout, mais la chaise, elle bouge pas. Et c'était une vraie vidéo, tu vois. Donc voilà, Nice. cette chaise, elle est devenue célèbre et tout. Écoute, c'est compliqué les mouvements de l'air et tout, là. Donc, des fois, il y a des choses qui s'envolent et d'autres non. Tu sais pas pourquoi. On peut pas Donc, savoir. C'est le moment de tester justement les courants d'air sur ton balcon en mettant des briques. Ok. Est-ce que tu nous as trouvé quelque chose de pertinent? Non seulement pertinent, parce que, bienvenue à la chronique, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, Vas-y, là, tu peux balancer, Roman, montre-nous ça. Oh, yeah. Tu me dis là, quand on je va dois... parler de... Tu me dis quand je dois passer des slides? Il y a juste un slide. Ok. Et il est magnifique. Ouais, Voilà. on le voit. Donc, c'est la chronique où on parle juste de trucs qui sont loufoques, ou drôles, ou enrageants, ou autres. Et là, c'est un spécial élection Québec, donc qui s'en vient très très bientôt, sur un parti qui s'appelle le Parti 51. Pourquoi 51? Parce que Comme le pastis. le Québec serait le... I wish! je voterais pour le Parti pastis. Une bonne petite apéro, là, sure. Donc, le Parti 51 pourrait être le 51e État des États-Unis. Yes. Pardon? Donc, c'est un parti séparatiste, mais pas vraiment, hein, parce qu'ils veulent partir du Canada pour devenir un État souverain à l'intérieur des États-Unis. Ouais, mais en fait, franchement, pas mal. Pour un parti qui n'est pas nécessairement, on va dire, tout en haut des sondages. Donc, je leur donne ça. Ils ont leur logo, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, et j'en ai mis une sur la slide, c'est que toutes les citations de genre grands penseurs, etc., viennent tous des années 1800. Que sur le coup, je me dis, intéressant, quelqu'un dit ça, et là, 1800, ok, ouais. C'est quoi la citation? Là, c'est l'union avec les États-Unis et le destin manifeste du Canada. Et je me dis, c'est qui est-ce qui a dit ça? Et là, c'est Goldwin Smith, historien journaliste, 1823-1910. Bon, ok. Tu peux pas le mettre nécessairement une tu peux le mettre à l'écran penseur rose si tu veux. Liberté, sécurité, prospérité. Ouais, exactement. Donc, on prend les valeurs qu'on veut et on les met sur ce qui fait penser aux États-Unis avec ça. Ils ont aussi une section, ils ont une vidéo que je recommande franchement de regarder parce qu'il est vraiment bien fait, où en fait, ça lie leur comment est-ce qu'ils l'appellent, leur vision. Donc, c'est vraiment pour dire que on vit à l'ère de la mondialisation, mais ils parlent de l'environnement, ils parlent de la santé, ils parlent des différentes choses dont on doit s'en faire. Ok. Donc, pour un parti de ce genre, je m'attendais pas à ça au début, donc je leur donne ça. Ok. Mais, donc, en gros, c'est qu'est-ce que la nation québécoise peut faire avec toutes ces choses qui sont beaucoup plus larges qu'une province. Wow. Eh bien, je cite, « Bien que l'idée puisse sembler fort originale, elle est loin d'être nouvelle. Que le Québec devienne un État souverain, membre de l'Union des États-Unis. » Donc, c'est vraiment leur grosse ligne.
c'est que le Wow. Québec soit le 51e. Dans le FAQ, ça demande pourquoi les États-Unis plutôt que le Canada? Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, en gros, où les États-Unis sont beaucoup plus vendus que le Canada comme endroit où tu peux avoir le droit de pratiquer toutes les religions, de descendance de whatever, toutes les ethnies, etc. Tout le monde est égal. Ok. Que, I guess, dans la Constitution, oui, mais dans les faits, je sais pas si c'est si différent Canada-États-Unis. Tu sais, en action. Ouais. Ils parlent d'un dollar plus fort. OK, oui, bon, je leur donne ça. Mais c'est vraiment aussi... C'est vraiment au niveau de prendre les idéologies américaines, mettre un tout petit peu de Canada, Québec, et là, devenir le 51e. Une de mes questions préférées, c'est est-ce qu'il faudrait un nouveau drapeau ou un nouveau nom de pays? Dans le FAQ, ils disent non, pas du tout. Les États-Unis ont déjà changé leur drapeau plein de fois. Au début, c'était juste 13 colonies. Là, il y en aurait juste un de plus, une étoile de plus. C'est pas grave. Tout va bien. On reste le Québec, mais à l'intérieur des États-Unis. Le FAQ est franchement fascinant. Ok. Et une autre chose qu'ils disent que je trouve vraiment le fun, c'est ils parlent donc de qu'est-ce qui va arriver à la langue francophone, la langue française. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on est aux États-Unis. Les États-Unis, bon, c'est plus connu pour être anglophone, Ouais. même s'il y a plus de gens qui parlent espagnol. Et hispanophone, voilà. C'est ça. Mais officiellement, les États-Unis n'ont pas de langue officielle dans leur documentation. Donc, bien que tout soit en gros fait en anglais au niveau administratif, techniquement, il n'y a pas de langue officielle. Donc, le Québec, 51e État des États-Unis, pourrait être bilingue ou francophone. Wow. Hey. Et attends, et en plus, ce serait trop cool parce qu'il y aurait du coup nos amis cajuns en Louisiane qui seraient les Yes. francophones hors Québec des États-Unis. Et ça devient fou. 100%. Ça devient fou. Yep. Ok. Donc voilà, c'est. Qu'est-ce que c'est que cette merde où je me dis, mais genre, il y a un gros mouvement séparatiste pour être une nation en tant que soi. Fine. Et là, on dit, non, wow. Moi, je veux aller avec les voisins. Je veux aller aux États-Unis. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est très libertarien comme idéologie dans beaucoup de choses qui sont dites du genre, mais chaque État a le droit de faire ce qu'il veut. On est libre d'avoir nos propres lois. Donc, en fait, t'as peur pour X trucs. Est-ce qu'il va y avoir plus de fusils? Est-ce qu'il va y avoir plus de... ou est-ce qu'il va y avoir pas de droit pour les couples homosexuels? Je sais pas, des choses comme ça. Ouais. Ils disent non, ça fait partie de ce que nous, on peut décider. Donc, entre guillemets, I guess, ils garderaient les droits qu'ils ont au Canada, mais sous les États-Unis. Ok. Yeah. Je sais pas quoi en penser, mais je... Et alors, attends, j'ai quand même une question sur les droits civiques et ce genre de choses. Du coup, ils resteraient un petit peu sur l'équilibre qu'ils ont maintenant? Ouais. Un truc que j'ai trouvé drôle, c'est au niveau de l'assurance maladie. Je crois que c'est comme ça qu'ils t'appellent. Ah oui, non, mais ça, parce que ça, c'est une grosse différence quand même entre actuellement Canada, Québec et États-Unis. Ouais, l'assurance maladie, ça n'a rien à voir. Et la réponse est est-ce que l'on va perdre l'assurance maladie? Donc moi je dis oui. Et la réponse est non. Il s'agit d'un programme québécois et rien n'empêche de le maintenir comme État américain. Donc en gros, c'est vraiment toujours la même réponse. En tant qu'État, on peut faire ce qu'on veut. Et là, il continue. Il y aura plus de choix comparé à ce qu'on a maintenant, blablabla. Puis je me dis, ok, ouais, mais les choix, ils coûtent vraiment cher. Donc cool. Wow. OK. Mais je recommande tellement d'aller sur le site web, n'importe qui écoute, parce que c'est... Je vais souvent sur des sites de parties un peu, on va dire, dans les marges de ce qui est populaire. Et vraiment, ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Il y a pas trop leur politique en tant que soi de qu'est-ce qu'ils pousseraient, qu'est-ce que c'est leur plateforme. Ouais. Mais... c'est ça, le FAQ répond quand même un peu à leur vision de certaines choses. Et encore une fois, c'est un des rares qui parle de l'environnement un petit peu. Donc, je leur donne quand même ça. Mais c'est quand même de la merde. Donc, voilà. Nice. C'est pour ça que c'est dans la toilette, dans notre magnifique visuel. Autant que je laisse tout le monde voter pour qui il veut, je recommande pas de voter pour le Parti 51, tristement. Alors, du coup, maintenant, ils ont des listes pour les élections à venir, là? Enfin,
je sais qu'ils sont actifs, je sais pas où est-ce qu'ils sont actifs. Il y a un email auquel on peut écrire. Donc, si jamais il y a des personnes qui, dernière minute, veulent représenter le Parti 51, je vous recommande de leur écrire et de manifester votre intérêt. Je suis sûre qu'ils seraient très contents. Alors, on a une réaction de Kov Fefe qui nous dit « Vive le Québec américain libre ». Et c'est vrai. C'est vrai. Ce serait une... comment dire en fait, non, c'est pas vrai. Je pourrais... mais du coup la principale question, c'est est-ce que le Parti 51 dans la toilette, ça fait comme le pastis 51 quand tu mets de l'eau, tu vois? C'est ça la question. Peut-être. Est-ce que ça devient jaune? Tu sais, est-ce que ça devient blanchâtre, machin? Je pense que c'est probablement très blanc, mais autre que ça, je sais pas. Ok, merci pour cette découverte. Franchement, comme d'habitude, on en apprend vraiment beaucoup grâce à toi. On élargit nos horizons politiques, voilà. On est non partisans, alors on peut aussi, oui. on peut aussi aller voir du côté de ces choses-là. Voilà. Je donne des options. Merci Mélodie. Merci Mélodie de nous ouvrir nos horizons politiques. Alors en parlant d'horizons politiques, on va se clore la deuxième partie sur une petite discussion autour d'un personnage politique dont on a parlé un petit peu en début d'émission. C'est le nom de ce que j'ai mis. Je vais peut-être changer mes fleurs à un moment et ma table. Là, j'ai fait exprès de prendre un truc avec un visuel dégueu, tu vois, avec des fleurs et puis les petits appareils photos qu'on voit que c'est pas une vraie image et tout. Le nom de la chronique, pour moi, ce sera le fascisme à nos portes. On va pas en parler chaque semaine, mais tant que c'est à nos portes, autant en parler un petit peu. Donc on a parlé en première partie notamment de la présence de clairement d'un mouvement néofasciste en Italie qui est en bonne posture pour peut-être être élu. Donc c'est sûrement ce qu'on verra dimanche. Et ça nous rappelle quand même des super mauvais souvenirs, puisque comme je le disais en première partie d'émission, on avait il y a 100 ans l'ascension au pouvoir de Benito Mussolini. Une ascension au pouvoir qui s'est faite clairement dans la violence. Donc pour ceux des plus jeunes qui ne connaîtraient pas... Oh, il s'est pas mis à jour mon truc. Attends, Roman, tu peux repasser sur nous deux. Oh non, sur Mélo, parce que Mélo, elle va ajouter un élément d'information sur... Je sais pas. Je mets juste à jour mon truc. Ça te dérange pas? Diapo... Oui, c'est bon. Yeah. Ça, c'est Benito. Peut-être que tu le vois pas toi Mélo parce qu'on est un petit peu en setup d'ouragan là, mais en gros c'est Benito face à la foule italienne à Rome. Avec son beau chapeau. Avec son beau chapeau. Il faut que je dise un truc quand même, c'est que à titre personnel, je suis issu d'une famille où j'ai d'une part du côté de ma mère ma famille s'est vraiment révélée pendant la Seconde Guerre mondiale, des deux côtés. Donc, du côté de ma mère, on est chez des militants et des résistants communistes, tu vois, qui ont du coup lutté contre les nazis en France et qui ont résisté. C'est pas mal ça, un petit peu la structure et la tradition familiale, tu vois. Et de l'autre côté, en Italie, j'avais ma grand-mère qui, elle, était, qui en gros, elle, soulignait pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, le retour de l'économie forte de l'Italie avec Mussolini. Wow. Ouais, avec le retour de ça un petit peu, tu vois, c'est-à-dire que tous les gens avaient un emploi. Ouais. Alors un truc qu'elle dit à chaque fois c'est oui, mais on s'occupait des enfants, tu vois. On s'occupait des enfants, c'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle travaillait dans une colonie pour... comment ça s'appelle cette maladie? La tuberculose ou une autre maladie où en gros ils envoyaient les enfants en colonie pour bien se remettre, tu vois, de certaines maladies. Donc c'est-à-dire que tu avais des programmes sociaux qui avaient l'air un petit peu, tu vois, tentant. Quand tu sais que tes gamins ils vont pas bien, tu te dis l'État il met en place des centres de réhabilitation pour te permettre d'aller mieux. C'était des centres souvent à la montagne, donc ça permettait de respirer un air plus pur, blablabla. Tu vois, t'avais tous ces trucs un peu sociaux. Et quand t'analyses derrière un petit peu la politique de Mussolini dès 1922, c'était vraiment comment je crée des bons petits soldats. Si je veux mener une guerre, j'ai intérêt que mes soldats, ils aient ni la tuberculose, ils soient en bonne santé, tu vois. Et donc, il y avait un petit peu derrière ça, le fait que ma grand-mère l'ait analysé comme étant, il y avait des jobs pour tout le monde, j'ai pu aider comme j'ai pu, j'étais cuisinière dans ce truc-là.
Tu vois, il y a un côté un petit peu où t'as l'impression que c'était assez populaire comme... en tout cas, à l'époque, si t'as pas une analyse politique de ce que c'était vraiment le fascisme italien, tu peux te dire, il y avait une sorte d'élan de l'économie, on faisait attention aux gens, il y avait des programmes sociaux, des programmes de santé et tout. Ouais, ouais. mais c'est pas ça au début, tu vois, Mussolini, quand il arrive au pouvoir. Mussolini, c'est avant tout symbolisé un petit peu par les chemises noires, qu'on peut voir à l'écran notamment. Le mouvement des chemises noires, donc je vais pas aller très profondément dans ce que c'était un petit peu le fascisme de l'époque, mais c'est juste pour donner quelques grandes lignes générales. Et la première des raisons, c'est parce que toi comme moi, on a un métier la semaine, et donc j'aurais vraiment aimé faire une chronique vraiment forte là-dessus, mais je vais me concentrer sur quelques points, tu vois. En gros... Ouais, c'est acceptable, ça va. En gros, il y a une réaction aux États-Unis. Il y a une réaction en Italie. L'Italie, c'est quand même un pays qui naît vraiment assez tard avec la forme qu'on connaît maintenant, tu vois. C'est Garibaldi qui unit plein de petits royaumes d'Italie, c'était un petit peu comme les Länder allemands. Mais il n'y avait pas de fédéralisme, tu vois, comme on connaît maintenant. C'était vraiment plein de provinces qui se tapaient un petit peu dessus. Et surtout, l'Italie avait toujours eu, entre le nord et le sud, c'était vraiment tiraillé, tu vois. Par exemple, c'est un peu des comportements qu'on peut retrouver comme chez les Flamands et les Wallons en Belgique, où en gros, il y en a qui pensent faire tout, puis d'autres qui profitent de la grandeur du pays et qui foutent rien, tu vois. C'est un peu la même chose qu'on avait en Italie avec ce qu'on appelle le Mezzogiorno, qui est vraiment la partie à partir du sud de l'Italie, qui est vraiment vue un petit peu par le nord, très productif et très industriel, comme étant les branleurs de l'Italie, tu vois. Et donc, on est au soleil, on relaxe. Exactement. Donc tu vois, par exemple, les Italiens du sud étaient vraiment des sous-Italiens, tu vois. C'était pas vraiment... on n'était pas dans la notion d'empire romain de l'époque, tu vois. C'était pas du tout ça la logique de dire parce qu'on est italien, alors on est tous unis et blablabla. Non, c'est pas ça. À l'époque, tu as vraiment un nord très puissant industrialisé, puis un sud. Et tu as notamment la Ligue lombarde, qui est, en gros, la Lombardie, c'est une partie au nord de l'Italie, qui est une ligue clairement anti-immigré, une ligue un peu xénophobe, etc., tu vois. Et qui date d'il y a plus longtemps, tu vois, qui date de la fin du Moyen-Âge, mais qui s'est vraiment traduite. La preuve, c'est que dans un des partis qui va peut-être être élu dimanche, dont des membres vont peut-être être élus, tu as la Lega, qui est un descendant de la Ligue lombarde, tu vois. Et donc, en gros, qui est d'une histoire comme ça. Donc, l'Italie est vraiment traversée par plein de courants historiques, et notamment le courant qui a vraiment perturbé énormément la première partie du XXe siècle, tu vois, c'est le fascisme. C'est vraiment la création de la mise en application de cette chose-là. Et un petit peu les caractéristiques du fascisme, c'est vraiment une violence vraiment forte en réaction aux idées socialistes. C'est ça le fascisme avant tout. C'est vraiment un anticommunisme et un antisocialisme vraiment fort. Par exemple, la situation en Europe après la révolution russe, donc après la Première Guerre mondiale, elle est vraiment forte parce que on se rend compte, et beaucoup de monde s'en rend compte partout, dans toutes les armées qui ont combattu dans la Première Guerre mondiale, on est à un moment où socialement ça bouge pas mal. C'est-à-dire que on a passé le 19e siècle à faire de la machine à vapeur, on a commencé à avoir des grands capitaines d'industrie, donc des gros capitalistes. On se rend compte que le prolétariat qui a été théorisé par Marx, finalement il existe pas trop mal et il est là, tu vois. Et il commence à se rebeller, ce prolétariat, il commence à s'organiser. Et depuis la rédaction du manifeste du Parti communiste par Marx et Hegel, t'as des petites poches de gens qui se mettent à réfléchir à quel monde on peut avoir autrement. Est-ce que nous, on est obligé de subir comme des fous ? Est-ce qu'on est obligé de travailler 15, 16, 17 heures par semaine, 7 jours sur 7 ? Tu vois ? Ces gens-là commencent à se dire, non, la journée de 8 heures, ça va être bien, tu vois ? Et alors, t'as certains pays qui sont allés plus loin que la journée de 8 heures, puis t'as certains pays comme le Canada où on est toujours à la journée de 8 heures. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais en gros, voilà, on a réussi à faire baisser le temps de travail. Et ça fait peur à pas mal de gens, notamment aux gros propriétaires d'entreprises qui, eux, n'ont pas intérêt à ce que leurs ouvriers travaillent moins. Parce que eux, leur but, c'est quand même de faire de l'argent et d'accumuler. C'est un peu le principe du capitalisme. Et là... Puis il y a tout le... Tranquillement, pas vite, là, mais le mouvement... Oh, t'es un peu lagué, Mélo. T'as un peu d'orage chez toi, je pense. On va voir si tu reviens. Pendant ce temps-là, je bois, mais je suis sûr que tu vas revenir dans pas longtemps. Peut-être que tu as quelque chose qui t'est tombé dessus il y a pas longtemps. On espère que ta maison va bien. T'es toujours frisé chez nous.
Mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'elle allait dire, mais en tout cas, Mélo, ça allait être intéressant, j'en suis intimement persuadé. Ce que je voulais dire, moi, c'est que... et j'ai hâte d'avoir un petit peu ton point de vue quand tu auras défrisé. Ah, est-ce que je suis back? Ouais, t'es back. Vas-y. Alright! Tu disais? Ok, je suis encore là. Okay. Ouais, t'es là. Tu Okay, disais okay, quoi? Non, mais c'est ça. Juste qu'en même temps, t'as le mouvement de se dire que peut-être les enfants devraient pas travailler dans des usines ou dans des mines, qu'on devrait traiter correctement les travailleurs, etc. Juste de améliorer la vie des gens at large ou de mettre des droits. Exact. Et ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à être de plus en plus, enfin, qui se développe vraiment de plus en plus dans le début du XXe siècle, là. Et notamment avec un petit apogée au moment de la Révolution russe, qui, du coup, mais pas mal, fait flipper un peu tout le monde, tu vois. Et donc, en réaction à cette Révolution russe, parce que, les autres pays capitalistes n'ont pas trop envie, tu sais, que leurs salariés se mettent à se révolter, etc., etc. Surtout que, voilà, tu vois, c'est un moment un peu tendu de l'histoire, tu vois. Puis surtout que les États sont pas non plus très stables sur eux-mêmes, puisqu'on est en pleine guerre mondiale. Première guerre mondiale, c'est un moment vraiment fort, tu vois, où les États sont pas très stables et où il y a des opportunités pour des gens qui ont envie de dire, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas ma guerre, c'est peut-être la guerre d'industriels, c'est peut-être la guerre des riches, c'est peut-être la guerre d'autre chose, mais je me demande si j'ai encore envie de mourir pour ces gens-là. Et donc, notamment en France, tu vois, t'as beaucoup de gens qui se rebellent contre la guerre, qui désertent, qui se disent, mais je veux pas mourir, moi, je veux dire, les Allemands, c'est mes copains, qu'est-ce qui différencie un Allemand de moi, et pourquoi j'irais mourir à Verdun, tu sais, etc. Donc, t'as toutes ces logiques-là qui se mettent en place, et au fond de ça, à la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et notamment après la Révolution russe de octobre 1917, t'as plein de mouvements et plein de petites révoltes qui commencent à se mettre en place. Si on lit les écrits de Lénine et Trotsky à l'époque, tu vois, ils expliquent vraiment que même l'Angleterre, qui est très victorienne et très encore là-dedans, tu vois, se met un petit peu à trembler sur ses bases et pourrait voir une révolte, en tout cas socialiste, débarquer. C'est le cas aussi en Allemagne, et puis c'est le cas en Italie. L'Italie, en plus, il y a un mouvement fermier et ouvrier qui est vraiment très fort à ce moment-là. C'est-à-dire que les syndicats sont très puissants. En plus, l'Italie est du côté des victorieux de la Première Guerre mondiale. Tu vois, et il y a des choses à aller prendre. Il y a des choses à faire, il y a des choses à aller prendre. Et donc, t'as quand même des gens qui sont pas trop d'accord avec ça, notamment les gros propriétaires. Et les gros propriétaires vont ouvrir la porte à des mouvements dégueulasses, que ce soit en 33 avec Hitler en Allemagne, mais avant ça, t'as déjà Mussolini avec un mouvement qui va être vraiment fort pour les Italiens, c'est l'avènement des chemises noires. Je pense que non, j'étais déjà allé plus loin. Mais en gros, c'est un mouvement avec des militants politiques qui étaient habillés de chemises noires. Et eux n'avaient ils se sont un petit peu plus ou moins substitués à l'armée, ils se sont substitués à la police et ils allaient faire régner la terreur dans toutes les villes qui étaient un petit peu socialistes. Et donc, tu as beaucoup de militants, des travailleurs, tu vois, qui eux voulaient améliorer leurs conditions de travail et en gros se faisaient bastonner, il y a eu des assassinats, il y a eu des choses sous couvert, tu vois. Et donc c'était vraiment une milice qui dictait un peu comment elle voulait que les choses se passent. Exactement. Et cette milice était vraiment basée sur des notions de violence et de force. Et ça, c'est une des principales caractéristiques du fascisme, c'est le retour à l'état de nature. C'est-à-dire que mon groupe racial, donc là en l'occurrence les Italiens de souche, tu vois, devrait continuer à dominer l'Italie et non pas se laisser internationaliser par les socialistes ou les communistes qui ont fait le travail en Russie pour reprendre le pouvoir, tu vois. Et donc, face à ça, il faut avoir une révolte violente, parce que faut pas oublier qu'une chose, c'est qu'avec les syndicats et avec les collectifs d'entreprise, les ouvriers sont pas mal bien organisés. Ils sont pas mal bien organisés, et donc ils font une sorte de pouvoir qui peut faire un peu trembler l'État. À l'époque, c'est, il me semble, je veux pas dire de bêtises, je vais vérifier cette information, mais il me semble que c'est le roi italien de l'époque qui, à un moment, reconnaissant la fragilité de l'Italie entre des partis qui sont réformistes, donc de gauche molle, on va dire, tu vois, gauche molle, et une partie croissante de l'Italie
fasciste, qui elle est plutôt constituée des fils et des gens qui ont des petites entreprises, tu vois, des gens qui ont envie de défendre leurs intérêts, la liberté, blablabla, mais qui vont le faire via la violence très dure, la supériorité de la race italienne selon eux, et du coup ça va être vraiment mis en place juste après 1922, où on va avoir des programmes scolaires de mise en avant des Italiens, de rejet. Alors, t'avais un petit peu de rejet des Juifs, mais pas énorme au début. C'est pas un ennemi de l'intérieur, tu vois, pour Mussolini, les Juifs. Donc du coup, c'est ce qui a fait qu'ils en sont pas allés aussi loin que le nazisme, tu vois, sur cette question-là. Donc ils continuent tranquillement leur truc. Ils s'industrialisent et ils font une sorte de jeu de qui c'est qui a la plus grosse bite entre l'Allemagne et l'Italie, clairement, entre eux au niveau de l'armée. Clairement, c'est vraiment ça. Parce que en 1933, t'as Hitler qui commence à faire son taf à faire son taf de nazi, tu vois, sur le même principe, c'est-à-dire une contre-révolution et une réaction au mouvement socialiste. Et en gros, l'Italie de Mussolini met en place vraiment des lois de plus en plus dures. Et c'est vraiment le moment où on voit aussi naître en Italie des mouvements antifascistes, notamment avec Antonio Gramsci, qui est un des théoriciens vraiment, tu vois, socialistes italiens et surtout antifascistes. Et ça, c'est vraiment une sorte de réaction qui se fait vraiment mater assez rapidement. Donc du coup, tout le monde se fait avoir parce que les milices sont tellement violentes que tu peux pas résister. Il me semble qu'il y a il y a une ville qui est assez connue en Italie pour avoir totalement résisté, mais qui après s'est fait prendre par la vague parce que du coup après tu récupères l'armée, tu récupères la police, bref. Donc ça a été une période vraiment très trouble de l'Italie. Wow. Et qui s'est toujours... Vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi c'était des chemises noires? Est-ce qu'il y avait genre une signification avec ça, ou est-ce que c'est juste des chemises noires, c'était dispo, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Non, oh god, je suis juste vraiment curieuse que... Ben, j'irai voir après, là, mais ça... Oh, j'ai envie de regarder en même temps. Des fois, c'est juste une... Je sais pas, des gens qui se mettent d'accord, puis c'est quelque chose de facile à trouver, là. Pourquoi les chemises noires? C'est intéressant, ça, il faudrait que je regarde. Mais en fait, c'est comme ce que... Tout ça, ça me fait juste penser... Aujourd'hui, on voit que le balancier... Ah, bon. Ouais, non, vas-y, t'es là, vas-y. On a une réponse dans le chat. C'est parce que Musso a adopté le style de l'élite de l'armée italienne. Ah. C'est ce que je voyais. Et en fait, un des mots qui était intéressant, c'est que cette milice s'appelait les faisceaux de combat d'Italie. Et en fait, il voulait donner justement cet aspect un peu martial, justement. Merci pour l'info, carrément. Wow. Donc ça montre vraiment le côté vraiment militarisé de l'affaire, où même dans le look, il y a une raison autre que des chemises noires, c'est facile à trouver. Non, exactement. T'avais vraiment une notion martiale et de violence, tu vois. Après, du coup, semer derrière, parce que il n'y a pas grand monde qui a intérêt à voir ce genre de gouvernement arriver au pouvoir, mais du coup, cette idéologie a besoin de se nourrir d'un récit historique, et bien sûr, tout ce qui tombe assez rapidement sous le sens, c'est que on sait que tous les grands dirigeants européens ont toujours eu ce fantasme de refaire l'Empire romain, tu vois. Et là, clairement, quand t'es italien, refaire l'Empire romain, ça paraît un peu logique, tu vois. Du coup, première des cibles de l'Italie... c'est pas du tout... Enfin, si, c'est la continuité de l'Empire romain, mais c'est la Libye, tu vois. Et donc, en gros, t'as pas mal de trucs qui se font là-bas. Donc, eux, ils essaient un petit peu... Parce qu'ils sont un peu aussi jaloux, les Italiens, à ce niveau-là. Il y a toujours une guerre coloniale. C'est-à-dire que la France a quand même une grosse partie de l'Afrique, l'Angleterre aussi. L'Allemagne est en train de se remettre de sa défaite de la Première Guerre mondiale, tu vois. Donc, moins de colonies quand même, tu vois. Et l'Italie se dit, punaise, moi aussi, j'ai envie d'être un empire colonial. J'ai été un empire pendant un sacré temps. Et du coup, voilà, clairement, c'était vraiment une... Donc, en fait... Le mouvement de Mussolini, c'était « Make Italy Great Again ». C'est exactement ça. On retourne aux souches, le bon temps, c'était l'Empire romain,
let's do that again. On va aussi tabasser des gens, mais bon, ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est un effet secondaire, là. Exactement. Et ouais, exactement. Koff fait ce que tu dis, les bâtons, tu te fais battre publiquement et la hache, tu te fais décapiter publiquement. Lol. Effectivement, avec une notion, tu vois, de justice expéditive. Bon bah où c'est compliqué quand t'es pas d'accord avec le régime. Enfin, tu vois, c'est clairement un des débuts des régimes vraiment très autoritaires, violents, tu vois. Et puis, bon, ben, bien sûr, l'apogée un petit peu du fascisme italien, c'est l'alliance avec Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là où on voit en plus la mise en place eh bien, des lois un petit peu anti-juifs aussi en Italie, même si elles ont été moins virulentes qu'en Allemagne au début, en tout cas. Et donc, voilà, donc t'as toute cette histoire-là. Bien sûr, Mussolini, lui, se fait... il meurt, tu vois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Italie se retourne un petit peu, tu vois, clairement. Bon, bah, c'est logique, hein, quand ton pays est en train de perdre, tu te mets du bon côté. Et donc, c'est quand même un de ceux qui a eu les morts les plus marquantes de l'histoire, on va dire, puisqu'il a été brûlé et attaché par les pieds. Et donc, c'est pour ça que je disais en première partie d'émission, est-ce que Madame Meloni... elle connaîtra le même sort, c'est une blague, et en même temps, sorry, mais je m'en tape, quoi. Non, mais... sorry, not sorry, là. Non, mais clairement, tu vois, dimanche, on risque de voir réarriver au pouvoir un parti fasciste, et ça risque d'être quand même un peu dramatique pour tout le monde, hein, tu sais. Enfin, clairement, on va pas se mentir, c'est vraiment... c'est vraiment compliqué, mais voilà, je voulais parler un petit peu de ça parce que une des choses qu'on voit dans nos sociétés modernes, c'est un retour peut-être à l'essentialisme de la violence, tu vois, et à la remise en avant aussi du côté naturel, tu vois, de l'homme, comme s'il y avait des races supérieures, s'il y avait ces choses-là. Or, une des choses qui n'est pas du tout compatible avec ça, c'est clairement le changement climatique va nous obliger à nous serrer les coudes, et c'est soit on transforme l'Europe et les pays du Nord comme des forteresses qui empêchent tous les gens de venir, soit il faut qu'on travaille dès maintenant ensemble, puisque comme on a loupé le coche de changer le monde avant, tu sais, non, 100%. On va devoir subir les conséquences. Et une des conséquences, c'est notamment l'immigration climatique. Tu peux pas demander à des gens de rester peinards chez eux, tu sais, en train de brûler. Clairement, ça marche pas. Non, ils bougeront. Mur ou pas exact. mur, Méditerranée ou pas Méditerranée. La Méditerranée, c'est une des mers les plus meurtrières au monde, de par la migration des gens. Les gens, s'ils viennent en Europe, c'est pour une vie meilleure. Qui est contre une vie meilleure ? Enfin... À un moment, surtout qu'en plus, ça a un lien avec aussi la première partie d'émission, faut pas oublier que pas mal de lois européennes, notamment sur le commerce, sont quand même assez favorables à aller piller un petit peu les ressources naturelles en Afrique, et notamment une chose qui est un peu abusée, c'est on se plaint, et de plus en plus de partis mettent en avant la plainte des immigrants en Europe, et en même temps, on permet à nos entreprises, en tout cas des Nords, tu vois, d'aller pêcher les poissons sur les côtes africaines. On leur permet de continuer à exploiter les ressources. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune économie qui entre. Nous, en plus, on leur donne une sorte d'aumône sous forme d'aide humanitaire. Mais on leur permet pas de s'en sortir. Ou des prêts où, tu sais, ça faut que tu repayes, ou tu as le droit à X montant d'argent, mais seulement si tu restes pauvre. Alors, en fait, t'en sors jamais. Exact. Mais c'est super intéressant quand tu regardes une carte de l'Afrique, de voir que les produits exportés, les produits primaires exportés des différents pays, c'est des produits du genre... le pétrole, ou l'huile, des diamants, des matières brutes comme pour du métal. C'est toutes des choses que si tu les as pas, on n'a rien de nos choses modernes, en gros. Mais tous les biens exportés, ou presque, en Europe, c'est des produits finis. Donc, je sais pas, des trucs comme des morceaux de voiture, c'est l'export numéro 1, en tout cas il y a quelques années, là, mais de l'Allemagne. Avec quoi est-ce que tu fais des morceaux de voiture? C'est pas avec des bonnes intentions, là. Non, donc, c'est ça. Tu sais, on achète pour des quelques sous réellement, là.
les matières dont on a besoin pour ensuite revendre des trucs super chers et de retour à ces pays-là qui ensuite, ben, guess what, si tu leur donnes pas d'argent quand tu achètes le premier truc, ils en auront pas assez pour acheter le deuxième. Après ça, ah ben, on va faire un prêt, on va faire ci. Donc, c'est des cycles d'abus continus que on le voit. Exact. On le voit, donc on peut, tu sais, on peut chier sur tous les pays qu'on veut, mais quand une des parties, non seulement historique, mais contemporaine de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la stabilité économique qu'il devrait y avoir, ben c'est à cause de nous. Donc, guys, comme si vous voulez pas d'immigrants ou si vous voulez limiter vos immigrants, va falloir qu'on genre travaille mieux avec les autres pays puis qu'on les laisse être des pays stables. Mais là, ça veut dire peut-être baisser ta qualité de vie un tout petit peu pour partager. So, tu sais, ça, il y a un compromis à un endroit ou à un autre. Et de toute façon, si on le fait pas volontairement, ce compromis, on devra le faire dans la douleur. Ah, mais absolument. Absolument. Et ça, c'est une chance qu'on a, en tout cas en tant que francophone, c'est qu'on a peut-être encore une porte ouverte pour pouvoir préparer et changer le truc. Après, on va le répéter encore une fois, c'est facile quand tu es planqué en Amérique du Nord ou planqué en Europe de dire ah bah des bonnes volontés il en faut partout. Il va falloir qu'on se serre la ceinture pour faire autrement et c'est là où c'est plutôt, tu vois, c'est là où c'est plus compliqué. Quand tu sais que par exemple tout à l'heure je regardais, alors ça je vous conseille de suivre, il y a un compte Instagram qui s'appelle l'avion de Bernard qui ça c'est stylé vraiment. Donc toutes les données des vols des avions sont toujours publiques, c'est-à-dire qu'un avion dès qu'il décolle il est enregistré, c'est un peu comme un pavillon pour un bateau, et donc tu peux le suivre un petit peu à la trace avec par exemple Flight Radar 24 qui te permet de suivre à la trace tous les avions dans le monde. Et donc le compte l'avion de Bernard avait en gros suivi l'avion de Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche de France et qui analysait un petit peu quels étaient ses déplacements, non pas pour le fliquer, même s'il y avait un peu de ça, on va pas se mentir, mais c'était surtout pour calculer son empreinte environnementale à lui, personnellement. En sachant que ce que la plupart des pays ont signé comment elle s'appelait ? La COP avec la France... la COP 21 ? C'était la COP 21. Ou l'accord de Paris ? Oui, l'accord de Paris. Donc, okay, oui. En gros, l'accord de Paris, c'était on va rester sous les 2 degrés. Bah, c'était 1,5 déjà, clairement, dans l'accord de Paris, il me semble. Bref, en 2100. Ouais. Et là, on s'approche plus des 2 degrés. Donc, du coup, tout le monde se met en disant voilà, les 2 degrés, c'est notre objectif de réchauffement climatique en 2100. Si tu respectes ça, ça veut dire que jusqu'à la fin du siècle, chaque humain a le droit d'émettre 2 tonnes de CO2 par an. 2 tonnes de CO2 par an. Un vol de 3 heures de jet privé, c'est 14 tonnes de CO2. Un vol. Donc, tu te dis, cette personne, pour un vol de 3 heures et demie, a usé le budget de 7 personnes à l'année. Si tu réfléchis de cette logique-là, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que, à l'avenir, on pourra plus faire, ou du coup, qu'on devra faire vraiment différemment pour pouvoir tous y arriver. Et ça, je me demande vraiment... Comment on peut se débrouiller, tu vois, parce que bref, ce serait le but d'une autre émission là, c'est trop long, mais non, mais absolument que ça montre, c'est super basique et c'est peut-être ça a l'air con de suivre un jet privé en disant il a émis X montant, mais c'est pour montrer que un jet privé avec très peu de gens dedans pour quelque chose qui aurait pu être genre qui était certainement pas une urgence. On s'entend là, ça aurait pu être un mail. Non mais exact, ça aurait pu être un Zoom, ça aurait pu être un trajet en train ou en voiture ou whatever. Genre il y a tellement d'autres choses que ça aurait pu être. Et pour juste ça, ça a émis le même montant que quelqu'un qui vit sa vie normale pendant une année. Tu sais comme genre quoi? Exact. C'est des petits moments où je pense que ça fait vraiment ouvrir les yeux des gens, où même si c'est pas quelque chose de standard, ou la plupart de nous ne vont pas avoir des jets privés ou même aller une fois dans un jet privé, tu dis attends une minute, toutes ces personnes qui ont des jets privés et qui font des vols ici et là, mais après ça qui vont aller sur leurs réseaux sociaux en disant j'aime la planète, hashtag Earth Day ou whatever, t'as envie de leur dire
manges de la marde, là, comme tes 15 voyages en jet privé du dernier mois, qu'est-ce que t'en fais? C'est ça. Ça va être chaud, hein. Yep, littéralement. Ça va être carrément compliqué. Et puis surtout que c'est les pays pauvres qui vont en prendre plein la tronche d'abord. Et ils le prennent déjà, tu vois. Et puis tu as aussi des pays pour qui c'est avantageux aussi le réchauffement climatique, on va pas se mentir. Le Canada et la Russie n'en ont strictement rien à faire. Ou très peu, tu vois, à part certains partis. Mais sinon, c'est assez compliqué, tu vois, de se projeter dans ce monde-là. Puis en plus, il y a un côté un peu chelou, c'est qu'en 2100, on sera plus là, tu vois. Enfin, je dis ça pour moi, mais là, il y a Romane à la régie, tu vois, qui sera sûrement encore là. Elle aura 95 ans. 95 ans. Yes. Elle sera encore là. Elle sera peut-être desséchée, tu vois, d'ici là, mais parce qu'il fera chaud, mais... Sorry, Romane. Non, mais clairement, tu vois, il y a aussi le fait que le temps... Ça aussi, c'est un sujet d'émission, hein, mais le temps est vraiment en train de jouer contre nous dans le sens où la Terre est tellement vieille, c'est des échelles de temps que nous, en tant qu'humains, c'est compliqué de voir, tu vois. L'espérance de vie d'un humain, d'un pays, appelons-le développé, etc., on est allé autour de 80 ans. Et c'est pas vrai pour toutes les classes sociales, puisque les pauvres meurent plus tôt que les riches, tu vois. Mais en gros, on est autour de 80 ans en moyenne de tous les pays, un peu plus, tu vois. Plus chez les femmes que chez les hommes, d'ailleurs. Peut-être que c'est lié à la consommation de viande rouge, peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais on en parlera une autre fois. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est dur pour des humains de se dire « je dois faire des choix maintenant sur ma vie de maintenant », alors que d'autres gens ont fait pas les choix, tu vois, genre en gros. Et c'est pour ça qu'il y a une opposition. Des fois, tu vois, je sais que j'ai eu des discussions avec des copains sur ma virulence vis-à-vis des boomers. Genre en gros, comme si je les opposais. Tu vois, et pour certains, je pense qu'il y a un fond de ça. Je sais pas quoi en penser. Il faut que je réfléchisse et que je lise plus sur ça. Mais par exemple, y a-t-il, au-delà de la lutte des classes, une lutte des âges ? Tu vois, genre en gros, est-ce que la jeunesse et les moins jeunes ont les mêmes intérêts ? Par définition, non, tu vois. Non, c'est ça. Tu vois pas l'avenir de la même manière. Et du coup, c'est d'autant plus dur de prendre des critiques et des remarques de la part de personnes plus âgées sur l'environnement ou sur le mode de vie ou sur ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait pas faire, alors que eux ont profité d'un monde post-Seconde Guerre mondiale en croissance. En croissance. C'est-à-dire que tu as acheté ta maison 10 000 piastres, 20 000 piastres, 30 000 piastres. Aujourd'hui, combien ça vaut ? Et puis, on voit les jokes. Hein. T'as pas mal de boomers qui te disent « Oui, mais du coup, ton café que t'achètes une fois par jour, l'achète plus, tu vois. Avec ça, tu pourras t'acheter une maison. » Ou bien, t'as l'occasion de prendre le plat le moins cher, prends la salade, prends pas le toast avocado. Parce qu'il vaut plus cher, tu vois. Ça. En gros, ils te font croire que c'est plein de petits choix très personnels ou très ponctuels qui vont faire que, t'as pas pu mener le même niveau de vie que eux et que t'as pas de maison maintenant. Non, c'est ça. Et on s'entend que les choses qui disent « sure », si tu fais des économies ici et là, tu pourras peut-être t'acheter un truc, je sais pas, t'as sauvé 500 piastres, fais-toi un gros tatouage, je sais pas. Mais ce 500 $, là, c'est sur plusieurs années. Sur plusieurs années, sauver 500 $, je m'excuse, ça t'achète pas une maison. Exact. Right? Exact. Donc, c'est... à chaque fois que quand je parle avec des gens de différentes générations, je me dis, OK, oui, les boomers, c'est aussi eux qui ont... je leur donne comme le côté où ça fait partie de ceux qui ont beaucoup poussé pour des luttes sociales dont nous, on peut profiter. Donc, je sais pas, comme les droits des femmes au travail, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans les 30 dernières années. Hein, carrément. Auxquelles on pense pas. Donc, je leur donne ça, je leur donne les choses qu'ils ont fait, mais au niveau de vie de tous les jours, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, quand tu penses, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, hein, c'est plus une question que tu peux vraiment te poser. Tu peux te dire, je veux avoir ma propre entreprise et ouvrir mon magasin, je sais pas. Fine. Tu peux avoir ce but-là, mais tu n'as aucune idée à quoi va ressembler l'économie. Est-ce que tu vas même pouvoir le faire en physique si tu le veux vraiment? Est-ce qu'il y aura de la place? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont encore pouvoir en acheter? Etc. Puis après ça, il y a tout le climat, il y a toutes ces choses-là. Donc, tu peux pas faire ton plan de vie
de la même façon que cette génération-là ou les générations d'avant, qui tous ont vécu des différentes choses, mais surtout les boomers où eux ont pu vivre la majorité de leur vie de façon assez, Sereine. je veux dire, sauve. Ouais. Ouais, de façon peinarde où il y a eu, ok, il y a la guerre froide, t'as peur qu'il y ait un missile qui tombe dessus. Attends, fine, c'est stressant, mais c'est pas la même chose. Les générations d'avant se sont pris la première, seconde guerre Mais c'est mondiale, ça. tu vois. C'est ça. Avant, la santé publique, c'était pas fou, tu vois, tu mourais assez tôt, etc. Exactly. Puis avant, t'avais d'autres grandes guerres et blablabla, tu vois. Yeah. Les boomers, c'est une des premières générations qui n'a pas connu de conflit mondial, une des générations modernes, on va dire, qui n'a pas connu de conflit moderne, et en plus a eu un développement de ses conditions d'existence vraiment fort, tu vois. Je veux dire, c'est la première génération qui va pas faire caca dehors, tu vois. Genre, c'est la première génération qui a des chiottes à l'intérieur, et avec de l'eau chaude qui coule, etc. Tu vois. Et ça, cette chose-là, elle est permise d'une part par la modernisation avec l'énergie, tu vois. Sorry, hein, mais si on fait pas caca dehors aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du pétrole. C'est parce qu'il y a tout un tas de choses, tu vois. Il y a des infrastructures, il y a tout ça. Et or, tu te rends compte que l'exploitation du pétrole et toutes ces choses-là ont contribué à la situation qu'on connaît maintenant. Alors, on peut pas le résumer que à ça, tu vois, même si on sait qu'il y a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment puissante et vraiment forte. Oui, il y avait le capitalisme charbonnier avant, on n'avait pas des trucs très sains au niveau des émissions, mais n'empêche que les boomers sont cette génération qui n'a pas connu de grande guerre, a connu une amélioration substantielle de ses conditions de vie, et basée principalement sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que sans ça, tu peux pas mener le train de vie comme on a là. Et un des points, c'est que dès qu'il y a une innovation technologique qui est cool pour tout le monde, je vais prendre l'exemple de la voiture. Avant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde n'a pas de voiture. Donc là, tout le monde se met, fin de Seconde Guerre mondiale, on produit plus de bagnoles et tout le monde peut avoir une voiture. Le jour où les pauvres se mettent à avoir assez d'argent pour acheter une voiture, ou même, ça pouvait être un autre cas, par exemple, la viande. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas une production alimentaire qui permet à tout le monde d'avoir de la viande. Donc c'est-à-dire que c'est maintenant, aujourd'hui, absolument, où en gros, quelqu'un de plus pauvre peut aussi avoir accès à de la viande tous les jours. Il peut avoir accès à une voiture tous les jours. Et c'est pile à ce moment-là où tu te rends compte que les bourgeois, et même, on va appeler ça les bobos, tu vois, donc je pense qu'on en fait partie, tu vois, clairement les bourgeois bohèmes, tu vois. On en est à se dire non, la viande c'est pas bon pour l'environnement, non, la voiture c'est pas bon pour l'environnement, non, l'avion c'est pas bon pour l'environnement. Tu vois, c'est toujours marrant, mais quand c'est pas encore démocratisé et qu'il y a que les bourgeois qui peuvent en profiter, c'est cool. Ouais. Mais quand tout le monde commence à y avoir accès, on commence à se dire oh non, c'est chaud, tu vois, ça commence à devenir chaud. Yep. Et ce qu'on a vu avec la voiture, ce qu'on a vu avec la viande, ce qu'on voit avec l'avion maintenant, qui se démocratise vraiment, tu vois. Je veux dire, on fait partie des premières générations à pouvoir voyager en avion aussi librement. Tu vois, en tout cas, moi je parle en tant qu'Européen, tu vois. On est une des premières générations où on se pose pas la question de prendre l'avion, tu vois. Un aller-retour à Barcelone quand tu viens de France ou d'Angleterre, ça coûte 50 balles. Puis tu vas à Barcelone et puis tu vas en vacances et puis c'est cool et puis voilà. Ah, non, mais absolument. C'est démocratisé, mais même tu vois. Si je veux aller quelque part dans le monde demain, je vais sur un site web, j'achète des billets. Bon, il faut que tu aies un passeport, mais si tu as ton passeport, tu achètes tes billets, tu pars demain. Ouais. T'as une carte de crédit, tu peux acheter ce que tu veux, t'as même pas besoin de penser au niveau monétaire, qu'est-ce que tu fais comme échange là, etc. On s'entend que voyager, oui, c'est une aventure, mais c'est pas du tout la même aventure qu'avant où tu partais beaucoup plus à l'inconnu, où il fallait vraiment planifier. Donc c'est super cool, je l'apprécie grandement, mais absolument, et c'est devenu quelque chose de super accessible. Mais tu vois, est une bonne et mauvaise chose. C'est au moment où c'est super accessible qu'on est obligé de se dire est-ce qu'il faut pas se mettre des régulations. Et alors, et c'est là où j'en veux beaucoup, c'est que avant notre époque moderne, à partir des années 2000, enfin tu vois, il y a des gens qui annonçaient un petit peu un changement climatique déjà bien avant les années 2000 avec d'autres rapports qui étaient intéressants, tu vois. Mais comment on peut laisser des gens, encore maintenant, développer des nouvelles technologies qui vont d'abord être accessibles aux riches, puis ensuite peut-être se démocratiser. Je pense notamment au voyage spatial, tu vois, avec Deep Blue et puis... oui, c'est à ça que je pensais. Là, tu vois, tu te dis, comment on peut leur laisser encore suffisamment de liberté de produire des nouveaux services pour les riches
qui vont peut-être se démocratiser alors qu'on est en crise énergétique mondiale, tu vois. Je me dis, c'est on a perdu une bataille à un moment, tu vois, et on peut encore la gagner maintenant, tu vois. Je veux dire, mettre en place des régulations pour interdire les projets qui sont pas pour l'ensemble du monde, tu vois, qui sont pas pour tout le monde, qui sont au service de quelques-uns et qui sont ultra coûteux en énergie, on devrait être capable de les interdire, tu vois. Et je pense en plus, sorry, mais on va pas impacter la vie de millions de personnes négativement. Je veux dire... Non, on va pas. Tu vois... Genre, est-ce que c'est cool de penser « Ah, je vais aller dans l'espace? » Sure. Exact. C'est de façon, comme tu es un enfant, tu veux devenir astronaute parce qu'aller dans l'espace, c'est magique. Carrément. Mais est-ce que réellement... est-ce que vraiment, on pense qu'on va avoir accès à ça facilement? Non. Est-ce qu'on pense qu'on va même y avoir accès? Probablement pas. So, cool, le rêve est là, pourquoi pas, mais il y a plein de choses auxquelles on peut rêver qui sont pas bien, là. Donc, c'est d'un côté, il faut trouver la balance avec comment est-ce qu'on avance au niveau... je perds mes mots. Mais comment est-ce qu'on avance au niveau de la science? Comment est-ce qu'on continue à découvrir des choses, à trouver des choses intéressantes, à grandir à ce niveau-là, sans pourrir la Terre? Yes. Puis se dire que chaque chose qu'on va inventer, on doit pouvoir la mettre en place pour 8 millions de personnes et ça ne doit pas poser de problème. Yes. Tu vois, tu vois, faut qu'on puisse se dire, tiens, j'invente un truc, c'est pas uniquement pour les riches au début ou que pour moi. Si je le fais moi, et le but c'est qu'il y en ait peut-être d'autres qui puissent le faire parce que c'est cool, sinon je l'aurais pas inventé. Mais du coup, est-ce que le fait de le diffuser pour X milliards de personnes, ça a un enjeu et un impact environnemental? Peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir ça c'est sûr que... Ouais. Ça c'est sûr. Il est tard. Yes. On a beaucoup parlé, on a le temps, on chill. On va s'arrêter là, ça te va? Ouais, je pense que ça va, mais déjà j'ai mes écouteurs et j'entends le vent dehors, donc je commence à me dire que je sais pas combien de temps je vais garder l'internet de mon côté, alors c'est peut-être le bon moment d'arrêter de stream. Exactement. Du coup c'était cool, merci aux gens qui nous ont suivis. Yes. Et Adèle GP qui nous dit effectivement personne n'aura accès à part les milliardaires pour le voyage dans l'espace. Yep. Oui. Du coup c'est peut-être le moment d'arrêter de pas le faire, ou de le réserver à des gens qui font de la science ou à des gens qui font de la recherche, mais en tout cas le tourisme spatial c'est peut-être pas la meilleure chose à faire aujourd'hui, ça c'est presque une certitude. On va s'arrêter là ce soir. Merci beaucoup Mélo. Dans notre tu n'étais pas une chaise, tu n'étais pas uniquement une chaise aujourd'hui. Pas uniquement, mais regarde, il y a plusieurs utilités à mon poste aujourd'hui. Yes. Du coup voilà, on se retrouve la semaine pro. Yes. Et on bon ouragan. Bon ouragan tout le monde, et puis tous les gens qui vivent pas un ouragan partout autour du monde, bonne soirée. Bonne fin de semaine, ouais. Et puis on se retrouve vendredi prochain. Salut.